Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette première vidéo hebdomadaire de l'année. Je vous souhaite une excellente année. Et donc on va attaquer par ce qui est très important. On en avait déjà parlé ces précédentes semaines. Ce qui allait donner le ton sur 2023, c'est globalement cette dualité. Cette dualité entre le vieux monde qui est la peur de l'inflation et le nouveau monde qui est la peur de la récession. Et évidemment, il ne faut pas croire qu'on passe de l'un à l'autre comme ça, en deux culs de cuillère à peau. Et ce qui est vraiment important, c'est bien de comprendre que on va jouer. Et on le voit typiquement aujourd'hui avec les stats. Première stat, chômage, l'emploi résiste. Qui dit emploi qui résiste dit que la consommation résiste. Qui dit que la consommation résiste dit également donc que tout ce qui va être consommation de matières premières, etc., résiste, et donc l'inflation globalement continue de désinflater, mais moins rapidement que ce qu'on voudrait ou ce qu'on aimerait, et donc éventuellement ça pousse les banques centrales à certes avoir certainement remonté les taux, le gros de la remontée des taux est déjà passé, mais globalement à pas trop se presser pour pouvoir faire la pause et encore un petit peu monter les taux et pas trop se lever de bonne heure. Et de l'autre côté, vous avez les stats, et ça, les stats emploi, il faut faire attention parce que c'est les stats sur le mois de décembre, donc il y a Noël, etc. Donc il y a tout un tas de bassins d'emploi. Il faut également prendre en considération qu'on est toujours dans un monde aujourd'hui qui essaye de remplir les emplois post-Covid, de réouverture et compagnie. Donc on a toujours plus d'offres d'emploi que de personnes en recherche d'emploi. Et donc tout ça, il faut bien comprendre aussi que ça met du temps. Mais globalement, on le sait, quand on regarde les stats du chômage, en fait, le marché peut prendre peur, mais si le marché se projette, eh ben, c'est plus réellement important parce que même si l'économie est résiliente, même si en effet les emplois sont résilients, même si le consommateur est résilient, on se dit que c'est qu'une question de temps pour que les choses se dégradent. Et la vraie question, c'est à quelle vitesse ça va se dégrader. Et c'est ça qui va faire pencher la balance. Et donc derrière, on a les stats d'ISM qui sortent et qui sortent non seulement en dessous des attentes, mais en dessous des 50, donc en contraction. Donc en gros, quand on regarde le passé, on se dit tiens, l'économie résiste quand même tant bien que mal, mais c'est quelque chose que l'on sait déjà. Et quand on regarde le futur, on se dit c'est en train de couiner méchamment. Alors, on va avoir un arbitre, ça va être les résultats des entreprises à partir de la semaine prochaine. Très certainement, ces entreprises on va retrouver cette dualité, c'est-à-dire qu'on va avoir des résultats, ça dépendra des secteurs d'activité, mais globalement, on va avoir des résultats où on va se dire ça résiste quand même pas si mal que ça. Mais derrière, le discours pour le futur devrait être très prudent et de se dire, ok, mais là où ça va peut-être commencer à faire mal, c'est sur le premier trimestre 2023. Et donc, globalement, ce n'est qu'en avril qu'on commencera à avoir ces résultats-là. Donc, c'est ça, globalement, ce qu'on est en train de jouer, c'est à quel niveau où le marché va décider de mettre le curseur entre peur que l'inflation descende, mais pas assez vite, et peur que la récession que l'économie ralentisse, mais trop vite. Et c'est où est-ce qu'on met le curseur là. Et donc, ces premiers mois de l'année, globalement, c'est ça qu'on va jouer. Et derrière, c'est le marché se projette, mais il se projette jusqu'où. Et c'est ce que l'on voit sur le marché. Premier lieu, on a peur. Surtout quand on regarde les valeurs de croissance, on a peur, on se dit oh, l'économie tient trop bien, donc la Fed ne va rien faire pour nous, etc. Donc c'est pas bon. Et après, on se dit oui, mais bon, c'est peut-être qu'une question de temps. Donc si je me projette, finalement, j'ai peut-être passé le plus gros de ma hausse des taux, j'ai peut-être passé le plus gros de mon ton hawkish de mes banques centrales, et globalement, si on commence à impacter les économies, les banques centrales commencent à jouer un jeu qui est très dangereux, qui est celui de continuer de resserrer monétairement, de continuer de remonter les taux à des niveaux qui vont potentiellement impacter les entreprises qui sont endettées, les États qui sont endettés, puisque si on commence avec le ralentissement économique à réduire les rentrées d'argent et à augmenter le coût de cet argent et du refinancement par la montée des taux, à un moment donné, ça va coincer. Donc c'est pour ça que, évidemment, les banques centrales ne peuvent pas
donner ce discours-là, puisqu'évidemment ça ferait paniquer tout le monde, mais à un moment donné ou à un autre, on n'a pas les moyens de continuer de monter les taux pour vraiment casser l'inflation une fois pour toutes. Il y a un moment donné, il faudra faire un choix, et le choix, ça sera vite vu, ça sera celui de ne pas monter les taux au-delà des 5% pour les US et au-delà des 3%, je dirais, pour la Banque européenne, et éventuellement d'avoir une période de temps où on va garder les taux à ces niveaux-là, en attendant de voir les statistiques économiques. Donc en gros, c'est que ça le débat, c'est où est-ce qu'on met le curseur sur l'inflation baisse, mais est-ce qu'elle va baisser suffisamment vite? Et si ça commence à baisser trop vite, c'est oh mon Dieu, le ralentissement économique va être plus puissant. Et donc c'est là aussi où on continue de jouer entre les valeurs cycliques value et les valeurs de croissance. Certaines valeurs de croissance ont tellement baissé qu'on peut même les considérer comme value aujourd'hui, donc il faut faire attention de ne pas mélanger, les poires et les pommes, mais de bien comprendre que on sait ce que l'on voit. Les marchés européens continuent leur résilience, continuent leur surperformance depuis le mois d'octobre grâce à la remontée de l'euro et grâce donc notamment à cette idée d'aller chercher de la value, des valorisations qui sont de base, donc une espèce de socle fondamental. Et donc on le ressent bien également en ce début d'année. Ce n'est pas un nouveau mouvement, c'est la relance du mouvement qu'on avait déjà initié en octobre. Et pour autant, on voit les valeurs de croissance continuent de se faire taper dessus, mais pour autant, là, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on n'arrive pas au bout de quelque chose où, si on est sélectif dans ces valeurs de croissance et qu'on va chercher quand même des valeurs de qualité qui continuent de croître, même dans un environnement de ralentissement économique, qui vont continuer de marger, qui vont continuer de donner une visibilité, essentiellement des revenus récurrents, ça peut être recherché également, surtout si on se projette et on se dit que, bon, tout ça c'est une question de temps et donc de timing, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, l'idée sera de se dire que voilà, le plus gros de la hausse des taux a eu lieu, et donc maintenant, si on part en récession, on se protège avec quoi? Des valeurs cycliques, si on a vraiment peur de la récession, elles vont se faire taper dessus, et des valeurs de croissance, si on choisit vraiment des dossiers qui sont résilients, ça peut justement être revalorisé. Et au-delà de cela, vous avez également l'or et l'argent, qui, en période de récession et de contraction économique, donne également une protection, et on le voit, le marché n'a pas attendu, évidemment, qu'on ait cette logique-là pour se lancer dans cela. Et typiquement, donc, tout ce qu'on vient de se dire en introduction, c'est résumé par un seul graphique, qui est le taux à 10 ans. Donc ça, c'est un tracker qui va répliquer le prix des obligations à 10 ans américaines. Donc c'est-à-dire que si le prix augmente, ça veut dire que les taux se détendent, baissent. Si les prix baissent, ça veut dire que les taux se tendent. Et donc l'idée, c'était que globalement, on est en train de construire la chose ici. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une tendance baissière de fond, mais là, on avait joué le rebond, c'est-à-dire qu'on avait détendu en mode pivot de la Fed et compagnie, puis on avait rejoué à se faire peur en mode « ouais, mais bon, l'économie est quand même bien résiliente, le chômage est résilient, etc. » Donc ça veut dire que l'inflation va pas baisser si rapidement que ça, ou pas suffisamment rapidement pour que la Fed fasse son pivot. Donc c'est encore une question de temps et on remet à plus tard. Et là, voilà, on commence à avoir des stats économiques qui sortent, qui sont plus dégradés que ce qu'on avait prévu, etc. Et donc on relance un petit peu le côté pivot, le côté, bon, ça va commencer à coincer et ça va commencer à pousser la Fed à se poser les bonnes questions. Ça veut dire qu'essentiellement, on aura peut-être encore une hausse de taux, voire deux, mais dans le discours, ça devrait potentiellement s'assagir. Rien n'est fait, et surtout, je vous en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, ce qui va être le plus important pour moi, c'est ok, on est en train de tenter la relance à la hausse ici, mais à quelle vitesse on va le faire? Parce que si on continue à le faire de manière saccadée ici, de manière construite, bon, ben, ça veut dire qu'on reste dans ce monde où on a certes une désinflation et une baisse des indicateurs économiques, mais ça ne se fait pas de manière dramatiquement trop rapide, ou en tout cas plus rapide que ce que le marché a prévu. Ça se fait en ordre de bataille, et donc le marché ne s'affole pas tant que ça, et on continue globalement de jouer les deux scénarios, avec les cycliques, etc., qui donnent de la protection d'inflation, puisqu'elles ont pu augmenter leur prix, et donc maintenant qu'on a une désinflation sur les prix, eh ben, elles ne baissent pas leur prix in fine, elles, sur leur client final, et donc c'est plus de marge pour elles.
Et globalement, le fait est également que si on commence à raidir la pente et à casser la zone des 100 et puis aller chercher la zone des 103, etc., mais de manière exponentielle, c'est-à-dire en quelques séances, là, ça voudra vraiment dire que le marché commence à avoir peur, que le ralentissement économique que l'on attend, qui doit nous faire plonger dans une petite récession en Europe et approcher le 1% de croissance en 2023 sur les US, donc même pas de la récession, et bien ça, le marché n'y croit plus du tout et joue vraiment une récession plus puissante que ça. Et donc là, c'est là où il faudra faire beaucoup plus attention aux cycliques qui ont prouvé la résilience. Et alors même que tout le monde vous explique aujourd'hui tout ce qui est rotation entre les valeurs de croissance vers les valeurs value, vers les valeurs cycliques, et bien justement, ça sera ce petit point-là où quand ça commence à faire consensus, alors que ça fait 1 an qu'on pouvait l'anticiper globalement, c'est sur ce point-là justement où ça sera intéressant de voir la sous-vague apparaître. Donc pour moi, l'indicateur de choix pour choisir entre les deux et bien comprendre la dualité, c'est le taux à 10 ans américain. Et donc en l'occurrence, vous voyez que tant qu'on construit dans ce zigzag, c'est la dualité. On est en train de transitionner du monde de la peur de l'inflation à la peur de la récession, et donc on est ballotté encore entre les deux en fonction des stats, parce que le choix n'est pas encore fait, donc tout dépend si on regarde le passé ou si on essaye de se projeter à 3 mois, 6 mois pour la suite, et ça le marché se décide, et donc le marché obligataire va nous dire comment il se projette sur la suite. Et là, en l'occurrence, on le voit, il est en train de se relancer. Il manque encore la cassure de la résistance ici sur les 99, mais si on arrive à valider ça, petit à petit, on commencera à valider globalement ce que l'on sait déjà, mais qu'on va vraiment regarder plus du côté du ralentissement économique que de l'inflation à l'avenir. Donc ça, pour moi, c'est l'indicateur vraiment à suivre. Et donc, du coup, on peut regarder également le pétrole qui continue de corriger, mais le pétrole qui continue d'être dans une tendance haussière de fond, long terme. Donc c'est là aussi quelque chose où on est en ballottement. On est en ballottement entre la contraction économique, le ralentissement économique, et le fait que le consommateur résiste quand même tant bien que mal. Il y a toujours un paquet d'aides des différents gouvernements, et puis il y a la Chine qui se réouvre. Alors, il y a toujours énormément de Covid, etc., donc ce n'est pas une relance économique, puis on peut douter peut-être de la force de la relance économique, bref, tout ça, c'est ici, dans une pure neutralité, donc c'est-à-dire qu'on est revenu dans une neutralisation de la tendance sur le pétrole. Pour autant, si vous projetez à plus long terme, je veux dire, vous êtes toujours en déficit d'offres, vous êtes toujours en désinvestissement sur la majorité des matières premières, donc tout est une question de se dire, voilà, sur les prochains mois, peut-être que mon marché va avoir peur du ralentissement économique, mais sur le long terme, c'est-à-dire à 1 an et plus, je reste quand même dans un besoin de pétrole, voire plus que normalement, dans un déficit d'offres et toujours dans une géopolitique tendue. Donc il y a tous ces aspects-là aussi qui sont à prendre en compte pour ne pas noyer éventuellement une vue long terme par des mouvements de court terme. Donc tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut expliquer pourquoi le pétrole va baisser, pour des éléments de ralentissement économique, etc. Mais on peut très bien avoir le même argumentaire et de dire pourquoi le pétrole va augmenter, parce qu'on se base sur le déficit d'offres, déficit d'investissement, et les besoins en ressources qui seront toujours importants. C'est qu'une question d'horizon de temps. C'est pour ça que très souvent, dans tous les scénarios, on va avoir tous les arguments et il ne faut pas choisir. Pour moi, en fait, le choix n'est pas dans on choisit l'hypothèse de travail A ou on choisit l'hypothèse de travail B. Non, en fait, l'important là, c'est dans quel ordre on joue. Les deux sont valables, les deux sont vrais, mais les deux scénarios en fait sont à jouer dans un ordre. Et c'est ça la dualité, c'est ça la transition dont on avait parlé. Je vous avais toujours dit temporaire, c'est pas le bon mot, transitoire, c'est le bon mot, mais bien comprendre que la transition, ça peut durer 2 ans, et bien comprendre donc qu'entre-temps, on joue les sous-vagues à l'intérieur d'une plus grande vague qui est en train de se construire et qui donnera éventuellement le prochain cycle. Et ça, impossible de savoir combien de temps ça mettra à se mettre en place au fur et à mesure où on avance, on a de plus en plus de précision avec de plus en plus de chandeliers.
L'euro-dollar également sera très important, puisqu'il qui dit peur un petit peu du ralentissement économique plus fort que prévu aux US, dit renforcement de l'euro et donc baisse du dollar. Donc ça c'est positif pour les matières premières, c'est positif pour l'or, l'argent qui offre une protection, et c'est positif pour tout ce qui va être marché alternatif, c'est-à-dire sortir un petit peu de cette surpondération des US que l'on avait et revenir chercher de l'Europe. Alors, ça sera encore mieux le jour où la guerre en Ukraine est terminée, mais revenir chercher également du marché émergent. Donc ça aussi, ça fait partie des diversifications et des choses dont on avait pu parler il y a une bonne année en hypothèse de travail et qui petit à petit, sur la seconde moitié de 2022, se sont mis en place et qui, je dirais, là, sont en train d'être validés. Quand on lit un petit peu tous les rapports des différentes analystes de banques, c'est ce qui ressort, grosso modo, c'est ce qui ressort là-dessus. Alors ça veut dire que quand ça fait consensus, très souvent on va vous expliquer que ça va être faux. En fait, moi je pars du principe que c'est pas faux, c'est de la logique, etc. Ça y est, on aurait pu l'anticiper déjà depuis un petit moment, mais globalement voilà, on y est. Et en fait, pour moi, c'est le plus important et le plus dur, en fait, ce qu'il faut travailler, c'est dans quel ordre on va jouer. C'est dans quel ordre on a le quintet. On sait qu'on a le quintet, mais il faut l'avoir dans l'ordre. Et donc, globalement, c'est ça qu'on est en train de jouer aujourd'hui. Et typiquement, je veux dire, le quintet n'est pas difficile à donner, mais c'est l'ordre derrière des différentes sous-vagues qui est le plus important pour nous en tant qu'investisseurs. Donc c'est l'idée où j'essaye de décrypter ça et de vous aider à décrypter ça, on va dire semaine après semaine. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, voilà, ça peut permettre peut-être à plus de gens de découvrir ce travail-là et peut-être d'avoir une vue hélicoptère et d'éviter de se faire noyer par le court terme. Là est le but évidemment de ces vidéos. Donc quand on regarde l'euro-dollar, grosso modo, on a le droit de consolider un petit peu, et là on voit que la stat ISM un petit peu relance la hausse de l'euro, et on peut éventuellement revenir sur les 1,08, mais après, au bout d'un moment, je pense qu'on va commencer un petit peu à coincer, et il faudra, en fait, on aura certainement une période de temporisation, parce qu'on aura besoin que les stats commencent à rentrer un petit peu plus pour qu'on se fasse une idée un petit peu plus mature de la suite. Et il y a toujours la guerre en Ukraine en arbitre, globalement. Ça reste toujours un point important. L'or et l'argent, donc du coup, qui continuent leur rattrapage, qui plus est avec des stats économiques qui sont négatives, ça renforce l'idée. Mais là aussi, à un moment donné ou à un autre, il va falloir, il va bien falloir se dire qu'on arrive quand même sur les niveaux de résistance, qu'il va falloir consolider un petit peu l'affaire et construire le moyen terme. Et là, on aura certainement des choix de portefeuille plus moyen terme qui sera importante. Ce qui va m'intéresser, c'est l'argent aussi. Là aussi, on a le droit de consolider un petit peu, on se cherche, on voit, tout est corrélé, euro, dollar, or, argent, les taux, on est vraiment dans ce type de corrélation-là, et donc on est en train de corriger un petit peu les mouvements de fonds qu'on a mis en place depuis octobre. Donc ne pas sous-estimer que tout est lié, et si le démarrage également des marchés européens et la surperformance des marchés européens a démarré au mois d'octobre, c'est pas pour rien non plus. Et donc on a cette tentative de seconde vague en ce début d'année. Donc ça, voilà, il faudra regarder, mais il faudra accepter également qu'on va avoir à un moment donné un besoin de construire et de corriger une partie de ce mouvement que l'on a eu depuis octobre, qui fera douter évidemment sur la force de l'euro, qui fera douter à nouveau sur les différents scénarios, mais voilà, il faut intégrer que ça fait partie du scénario en tant que tel, que des fois il faut corriger une partie de la hausse, et c'est ça qui va nous permettre de construire les figures de congestion de moyen terme qui, sur leur cassure, nous permettront de jouer la prochaine sous-vague, et celle-ci sera certainement un peu plus durable, ça permettra de jouer une tendance plus moyen terme. Donc ça aussi, ça va se regarder, ça va être très intéressant à regarder. Donc on va regarder notre CAC 40, donc indéniablement force du CAC 40, on est même tellement fort qu'on a réussi à casser la zone des 6830 sans avoir besoin de souffler à minima. Moi, j'étais parti dans une type de scénario, c'est-à-dire, tiens, on va chercher la résistance, on souffle un petit peu et on se retente la cassure. Là, on monte en ligne droite, les volumes sont à peu près normaux, mais on est en train de casser tout ça. Alors, il y a des prochains niveaux, 6900, 6910, sinon on peut aller chercher les 7000 points, éventuellement.
en ligne droite ou pas, évidemment, il faudra le corriger, mais toujours est-il que c'est haussier point barre jusqu'à preuve du contraire. Et donc là, on voit qu'on a toute cette surperformance de l'Europe, donc notamment grâce à cet aspect value. Là où il faudra faire attention, donc, je vous l'ai dit, c'est si jamais le marché prend peur sur la récession, sur une récession plus importante, plus rapide, évidemment, l'Europe perdra cette surperformance-là, mais à ce stade-là, elle est là, et elle est toujours bien là, et je dirais que tant que vous allez tenir cette zone des 6610, il n'y a pas lieu pour l'instant d'inverser la vapeur. Alors on peut se dire tout, que c'est débile, c'est pas normal, c'est trop, etc. On peut tout se dire, mais le fait est là, au-dessus des 6610 points, 6630, globalement, c'est haussier. Donc on peut avoir de la conso qui se met en place, mais tant qu'on ne repassera pas en dessous de ces 6600, 6630, on n'inverse pas la configuration. Et donc on a une relance du mouvement qui avait été initié en octobre. Quand on va regarder donc les valeurs de croissance, la vue est complètement différente. C'est moche, c'est baissier, point barre. La seule chose voilà, qu'on est en train de jouer à la limite sur les US, c'est de se dire, comme on a vu sur les taux, tiens, peut-être qu'il y a une idée d'être un petit peu contrariant, de se dire que le marché, si on se projette, va se dire que l'économie se dégrade peut-être plus rapidement et que donc ça va pousser les banques centrales à en faire un petit peu moins, que le plus gros de la hausse des taux est passé, que éventuellement, voilà, on va revenir chercher dans des valeurs de croissance un aspect value, c'est-à-dire de la croissance malgré une récession, des revenus récurrents, de la trésorerie à gogo, bref, de quoi un petit peu asseoir une espèce de socle fondamental. Mais à ce stade-là, les généraux, Apple, Amazon, Microsoft, Google se font complètement défoncer. Les configurations graphiques, mis à part donner des rebonds techniques, ça mettra beaucoup de temps avant de s'améliorer. Et même chose donc sur l'indice Nasdaq. Donc là, la seule chose que l'on peut faire, c'est si on a un biais un petit peu court-termiste, se dire, ok, je joue un petit peu le côté contrariant. Et là, l'idée du contrariant, c'est de se dire, ok, j'ai une oblique ici qui tourne aux alentours des 11 000 points pour arrondir. Aujourd'hui, donc en gros, on a d'abord eu peur sur le chômage et puis derrière les stats économiques qui sont dégradés nous font dire, tiens, ok, on dégrade bien l'économie, donc peut-être que ça va pousser les banques centrales à moins en faire, donc je reviens revaloriser un petit peu mes valeurs de croissance. Mais c'est encore très léger, tout ça, c'est encore très court terme. Je veux dire, c'est certainement pas assez pour que les banques centrales changent. Il faut se rappeler que les banques centrales ont un discours qui n'est absolument pas proactif, et donc il faut bien se dire qui est plutôt réactif, et donc ils ont toujours un train de retard. C'est dans la loi et dans la nature des choses. Donc dans le discours, ça peut changer un petit peu, mais ça n'empêchera qu'on va se prendre un 0,5% certainement à la prochaine réunion, et peut-être qu'ils nous expliqueront que derrière on va avoir un 0,25 et que derrière ils vont faire la pause. Ça peut suffire, éventuellement pour le Nasdaq. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 11 004, il n'y a pas d'amélioration drastique et de, je dirais, surperformance et surpondération à nouveau à mettre sur les valeurs de croissance. À ce stade-là, il y a du rebond technique à jouer, mais voilà, ça s'arrête là jusqu'à preuve du contraire. Donc là, en premier lieu, je trouve qu'on a une bonne réaction aujourd'hui vis-à-vis des stats, mais derrière, ça peut être douché assez facilement. Mais à ce stade-là, voilà, on joue les 11 000 points. Si on arrive à passer, on jouera la zone des 11 100, 11 002. Et là, ça sera le gros morceau à passer, en tout cas, où on continuera à zigzaguer et à construire un petit peu la congestion. Mais pour moi, c'est là où c'est baissier, mais c'est là où on rentre dans le point, justement, où on a le point contrariant. Et alors, toute la différence, c'est entre les hypothèses de travail qui peuvent être contrariennes, mais l'exécution, ensuite, suivant votre profil, suivant votre horizon de temps, c'est là qui va faire toute la différence. On a le droit d'avoir les hypothèses de travail contrariennes, mais on a potentiellement, selon son profil, pas le droit encore d'exécuter l'achat, d'exécuter la position d'anticipation. À titre personnel, j'ai exécuté, mais c'est parce que j'ai un profil qui est très dynamique, très actif, et je trouve que le ratio gain-risque était intéressant, parce que, ma foi, si on pète les 10 700, au moins c'est réglé, on solde, et on attendra la suite. Voilà, je pense que globalement, je fais le tour dans cette vidéo.
Évidemment, beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur les différentes semaines, mais potentiellement la répétition fixe la notion. Et puis pour les nouveaux, ça permet de se remettre en forme pour ce début d'année, avoir les idées un petit peu claires pour éviter de se faire balloter séance après séance. Donc n'hésitez pas voilà, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera axée analyse, action. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puisque cette année encore, j'essaierai de faire mon maximum pour continuer de vous publier un certain nombre de vidéos qui peuvent vous aider à la fois technique et sur le mental, qui est pour moi le gros du travail que chacun d'entre nous doit faire au quotidien. Excellente journée à vous les graphes, excellent week-end. Je vous retrouve lundi sur graphcobourse.fr pour une nouvelle chronique et de nouvelles aventures boursières. Salut les graphes.